je suis vraiment ravi, Simon, que tu nous fasses l'amitié de venir parler pour la première fois de ce pivot que tu as effectué. Je sais que pour un entrepreneur, c'est pas toujours évident de revenir sur des choses qui ont bien marché, moins bien marché, de faire un peu cet acte d'introspection en tout cas, et de partage. Donc écoute, merci beaucoup. La scène est à toi, c'est parti. Elle est complètement à moi, hein, d'ailleurs, ça c'est vrai. Je vois pas très bien. Bonjour. Ah, il y a deux personnes. Alors, bonjour, je m'appelle Simon Dablin. Je suis très content d'être à Lyon parce que c'est une ville qui est très chère à mon cœur. On a un bureau ici depuis 2009. Et je suis le fondateur de deux startups. Une que vous connaissez peut-être parce qu'elle a eu beaucoup de presse pour des bonnes et aussi pour des mauvaises raisons et qui s'appelle AppGratis. On était les leaders de la promotion d'applications sur smartphone dès 2009. On avait créé la boîte à San Francisco où j'habitais moi à l'époque, et puis on l'avait rapatriée à Paris, et depuis Paris, on l'avait développée à l'international. Ça, je l'ai mentionné. Et je suis aussi le fondateur d'une deuxième start-up qui s'appelle Batch, batch.com, qu'on a lancé début 2014, et qui est une plateforme de marketing mobile qui vous permet assez simplement de visualiser vos utilisateurs sur mobile dans vos applis et de communiquer avec eux au moyen de notifications push ciblées. C'est une plateforme qui sert à deux choses. Soit vous êtes un pure player mobile, et c'est une plateforme qui vous permet de, en gros, gérer toute votre relation client, votre CRM sur vos applis, avec une partie analytics simplifiée, avec tout un service de gestion de campagnes de notification, avec plein de types de campagnes différents. Et ça fonctionne sur une assez jolie interface pour toute votre équipe, marketing, community manager, rédactionnel. On a des médias aussi qui s'en servent, avec des journalistes qui se servent de la plateforme. Ça, c'est hébergé sur le web. Et puis Batch sert aussi et surtout, et c'est là où on a beaucoup travaillé pendant 2 ans, aussi et surtout, si vous avez une base de données clients centralisée, ce qu'on appelle une DMP, une Data Management Platform, Batch, vous pouvez le brancher sur votre DMP, et ça vous permet notamment, si vous avez une stratégie cross-média, de retrouver sur vos applis vos utilisateurs web, newsletters, d'autres médias, d'autres canaux sur lesquels vous êtes, et de faire le cross entre le web, entre vos activités web et vos activités mobiles. Voilà. Donc avec AppGratis, on a connu des déboires assez douloureux, je vais en parler rapidement, je vous fais l'historique ensuite. Depuis 2 ans, on développe Batch. Ça a été un processus assez long et douloureux de recréer à l'intérieur d'une boîte qui avait été un peu endommagée, toute une culture, un nouveau produit, une équipe et un nouveau marché, un produit SaaS qui n'avait rien à voir avec la dimension média sur laquelle AppGratis évoluait. Aujourd'hui, le SDK de Batch, c'est 1500 applications en prod, 4 millions de visiteurs uniques par jour sur les applications du SDK. C'est une quinzaine de clients grands comptes qu'on accompagne sur, en gros, leur accélération mobile et environ 100 clients startups qui utilisent le côté self-service de Batch. Voilà, donc c'est toujours très dur de montrer des produits SaaS parce que c'est très... j'ai une interface cachée, il faut être logué, il y a des SDK, tout ça est très peu montrable, donc le plus simple c'est de faire des démos, mais je vous ai mis quelques screenshots de notre interface. Et je voulais parler rapidement du pivot, parce que c'est quand même ce qui nous a... c'est ce dont on parle souvent, c'est une sorte de mot-clé qui est utilisé beaucoup dans les startups, qui peut être très fantasmé, parce que tout le monde parle de pivot, on a une emmerde, on valide pas son product market fit, on fait autre chose, et on va ailleurs, et puis c'est toujours un peu l'inconnu. Donc il y a 2 boîtes que j'aime toujours bien citer, qui ont fait des pivots avec plus ou moins de succès. Il y a Fabulis, qui était quand même un réseau social new-yorkais gay dans les années 2010 et qui est devenu fab.com, le site de vente flash événementielle, le venteprivé.com américain. Ils ont levé 350 millions de dollars, ils ont été valorisés 1 milliard de dollars et ils se sont complètement crashés, ils ont vendu la boîte 15 millions. Ce qui veut dire que pivot réussi ne signifie pas forcément succès. Il y en a un deuxième que j'aime beaucoup, c'est la boîte TinySpec, qui était parti, donc Stewart Butterfield, le fondateur de Flickr, qui avait créé, après Flickr, un monde virtuel en 2D qui s'appelait Glitch. Ça n'a pas marché, mais pour Glitch, ils avaient créé une messagerie virtuelle centralisée pour la team, pour échanger sur le projet. Et ça, ils l'ont rebrandé, ils l'ont sorti, ça s'appelle Slack, je pense que tout le monde ici connaît. Et aujourd'hui, c'est valorisé 2,5 milliards de dollars et ça marche très très bien. Pour nous, ça a été
sur des ordres de grandeur moindres, mais quand même avec des différentiels assez violents. Ça, c'est de manière très très transparente le chiffre d'affaires de ma société de 2009 à 2015. Donc vous voyez qu'il y a eu une sorte de période de gestation, une sorte de gros pic un peu phallique comme ça au milieu, et après il y a une phase de décroissance, et puis il y a une traversée du désert jusqu'à plus ou moins aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est passé d'Abratis à Batch? Il y avait des raisons très simples. On avait toute la techno en interne, on avait une équipe qui savait scaler des produits mobiles sur des très très gros volumes, on avait toute une brique d'analytics qui nous servait sur Abratis pour analyser notre propre trafic, qu'on avait développé qui permettait de scorer notre trafic très tôt dans le cycle de vie de l'application, une expertise marketing, technique, et un accès direct aux clients du secteur mobile, puisque aujourd'hui les clients de Batch sont aussi en partie les clients qu'on avait sur Abratis. Donc, le faire, ça a été c'était assez simple de comprendre pourquoi on l'a fait. L'exécution, ça a été très très dur. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec les startups, c'est toujours de toute façon très très dur. C'est-à-dire qu'au début, c'est très dur quand il faut s'arracher de terre. Quand on a eu les déboires qu'on a eus, on s'est fait exclure l'appli de l'App Store en 2013. La descente a été très violente. Et ensuite, la reconstruction, passer d'une boîte d'une ADN Y à une boîte d'une ADN Z, c'est aussi, pour un start-upper, un entrepreneur, c'est aussi très compliqué. Je mets quelques chiffres sur la courbe. Toute ma presse est faite avec cette courbe. Donc, après, elle s'enrichit de slide en slide, mais enfin, grosso modo, on a lancé en 2010, on était une personne, on a autofinancé, donc bootstrappé pendant quasiment 3 ans sans lever de fonds. J'avais moi-même investi 10 000 € de ma poche. On a levé des fonds, 10 millions d'euros, fin 2012, début 2013. Là, on s'est lancé aux États-Unis. On a conquis 5% de part de marché en 2 mois et demi en surinvestissant l'argent de la levée. On est rentré sur les radars de plein de gens, et notamment d'Apple. À un moment donné, on avait trop grossi, ils ont décidé de débrancher l'app, donc on a dégringolé. Dans la foulée, on a lancé sur Android, c'est ce qui nous a sauvés. Abratis sur Android, c'est 12 millions de downloads aujourd'hui, et une boîte qui, dans un ordre de grandeur moindre, se porte très bien. Et puis une grande dégringolade de chiffre d'affaires, avec toutes les difficultés que ça peut occasionner. Et puis ensuite, un gros investissement sur le cash qui nous restait, et on a sorti Batch. Et depuis la rentrée, en gros depuis juin, ça y est, on a signé les clients et ça repart en commercialisation après une longue traversée du désert de 2 ans. Je vais essayer de passer vite parce que je vois qu'il me reste 5 minutes. J'ai prévu de faire court, en tout cas plus court que l'intervenant précédent. La jeunesse, donc ça c'était vraiment la belle époque, 2009, le début de la start-up. Une personne dans la boîte, dans mon garage du canal Saint-Martin, à Paris, avec un énorme grille-pain pour me chauffer l'hiver. Ça c'est vraiment le vrai mythe du garage. En 3 ans d'industrialisation, Abratis, on passe à 30 personnes, on lance en Espagne, au Brésil, en Allemagne, en Angleterre, dans plein de pays. Phase numéro 3, je voulais détailler la levée de fonds. Ça, c'est un moment qui est fondateur dans le parcours d'un entrepreneur, le moment où on donne une partie de sa boîte qu'on a créée avec ses petites mains en échange d'un gros chèque pour avancer. Là, je signais la levée de fonds chez nos avocats à Paris, chez Jones Day. Le lancement aux États-Unis, d'ailleurs sur la levée de fonds, s'il y a des gens, j'ai vraiment un seul et unique learning sur ce que c'est qu'une levée de fonds, mais s'il y a des gens qui, ici dans l'assistance, contemplent la perspective de lever des fonds, la seule chose à retenir, c'est que le montant levé n'a pas vraiment d'importance, la valorisation obtenue n'a pas vraiment d'importance, la seule chose qui compte vraiment, ce sont les termes du pacte d'associés, d'actionnaires que vous signerez avec le fonds et les autres actionnaires de la boîte. C'est mon principal learning sur une levée de fonds. Les US, je vous en ai parlé. La chute, donc ça a été extrêmement public. Ce qui nous est arrivé, c'était très douloureux. C'était très médiatisé. Il y a un ministre qui est venu intervenir dans nos bureaux. La presse américaine s'en est emparée. C'est passé de la presse techno à la presse politique. C'est devenu un sujet de société pendant 3 semaines très intenses, très violentes, où j'étais dans les médias non-stop, sans très bien d'ailleurs savoir pourquoi j'y étais, mais bon, on m'interviewait, j'étais à la télé, ma mère m'appelait le soir en pleurs en me disant « Mon fils, je revois ce qui t'arrive, je comprends rien, mais ça n'a pas l'air sympa ce qu'ils font. » C'était dur. Après ça, il y a une phase terrible, quand on a été très très visible et on s'enfonce dans une sorte de silence médiatique, plus personne ne vous appelle, plus personne ne répond à vos coups de fil. Il y a vraiment une phase un peu dure de 5-6 mois, comme ça, où tout le monde pensait que la boîte avait fermé, en fait, alors que ce n'était pas le cas, qu'on se réorganisait. Il y a une phase de dégoût terrible ensuite, notamment pour moi, parce que se remettre au boulot, revenir, c'était très dur, j'avais pas du tout envie de le faire, donc je voulais plus venir au bureau, je voulais plus travailler, je voulais plus voir mes clients, je voulais plus voir mes investisseurs, je voulais plus voir mes associés, je voulais plus voir personne, et je savais que si moi je m'écroulais, derrière, tous les gens qui me suivaient et qui faisaient quand même tenir le truc allaient aussi s'écrouler, donc j'ai été obligé de traverser 4-5 mois de ma vie très dure.
à la suite de ça, où je me suis soigné en faisant beaucoup de sport, en lisant beaucoup, en voyageant pour retrouver de nouvelles idées, et où j'ai aussi fait pendant, et je le fais toujours un peu d'ailleurs, pendant quelques mois, enfin plutôt pendant une année en tout, mais des deals de business angel, où j'ai investi dans une vingtaine de startups, des tickets entre 10 000 et 50 000 euros, pour me régénérer, trouver de nouvelles idées et transmettre une partie de l'expérience que j'avais accumulée sur AppGratis et tout ce cheminement à d'autres entrepreneurs qui débutaient. On m'avait moi-même beaucoup aidé quand j'avais commencé, et j'avais très envie de retransmettre une partie de ce que je savais. Les 20 startups, il y en a déjà 3-4 qui ont déposé le bilan. Il y a des pertes sèches qui sont non négociables quand on investit en business angel en early stage. 2-3 boîtes qui vont devenir des leaders de leur secteur dans pas très longtemps, ça c'est sympa. C'est encore des valorisations de papier, mais ça s'est bien passé. Et une 8.ai dans laquelle j'avais pu investir très tôt et qui a été vendue à Facebook en décembre dernier. Voilà. Et puis, après cette espèce de traversée du désert un peu dur, où pas envie d'y retourner, et on s'est remis à la table de dessin avec mes associés, notre équipe, et on a identifié un autre problème auquel on voulait s'attaquer, qui était un problème qui était en fait dans notre jardin, juste là, qu'on avait longtemps identifié sur AppGratis avec tous les développeurs avec qui on travaillait. C'était qu'on envoyait beaucoup de trafic, et puis souvent les gens nous disaient, bah voilà, ça fait un mois qu'on a fait des campagnes avec vous et d'autres, on a des gros problèmes de rétention, il y a plus que 10% des gens qui utilisent l'application, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les solutions et les best practices. Et Batch est né vraiment de ça. Batch, c'est vraiment la plateforme de CRM mobile qu'on donne aux développeurs, aux marques, aux e-commerçants, aux startups, pour leur permettre de faire ce travail justement d'analyse de leur audience, et puis de meilleure communication avec leur audience et leurs clients, qui fait que les gens restent ou reviennent plus souvent dans l'application. Et puis enfin, à partir de juin, on a signé nos premiers clients, donc des très très grosses boîtes, et puis des petites startups plus modestes mais en hyper croissance. Voilà, des gens qui nous ont fait confiance. Donc quand on relance un projet, il y a toujours notamment un projet techno, SaaS, c'est toujours très dur. Les premiers clients, c'est ceux qui amorcent la pompe, et souvent c'est des gens qui vous font confiance, qui achètent qui vous êtes, plutôt que votre produit, parce qu'ils savent qu'il va s'améliorer et que vous allez être là pour le pousser. Donc il y a des gens qui nous ont fait confiance, et puis ça a déclenché toute une série de deals, de business, et là maintenant c'est en train vraiment de très très bien reprendre. Et voilà, et la question aujourd'hui finalement qu'on se pose, c'est marrant parce qu'on boucle un cycle qu'on avait commencé avec AppGratis, et on revient à cette phase pré-levée de fonds d'AppGratis, où on a un produit qui marche, qui décolle en audience, en client, qui est rentable, qui croit, et on se repose exactement les mêmes questions. Est-ce qu'il faut réaccélérer en relevant des fonds? Est-ce qu'il faut essayer de partir à l'international avec Batch, en ouvrant des bureaux, en embauchant des gens à l'étranger comme on l'avait fait à l'époque d'AppGratis? Est-ce qu'on va refaire les mêmes erreurs? Est-ce qu'on va réussir à les éviter? Qu'est-ce qu'on a appris là-dedans, et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour atterrir en 2016, 2017, 2018, en essayant d'éviter tous les écueils que les startups inévitablement rencontrent? Voilà, donc ça c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais si je suis réinvité l'an prochain, je vous ferai une update de ce qui s'est passé dans la 8e année de vie de notre boîte. Voilà, je crois que j'ai terminé, 17h18, pas mal, je me suis bien tenu niveau timing. Je pense que c'est 17h20, donc il y a 1 minute, grosso modo, si vous voulez poser une ou deux questions. N'hésitez pas, je serai ravi de vous y répondre. On va avoir le temps de prendre 2 petites questions pour Simon. Touk, touk. Ça peut être juste des mots d'encouragement aussi, si vous voulez. Allez, Simon. Ah, une question. Merci pour le retour d'expérience, c'était super intéressant. Moi j'ai une question sur la descente aux enfers. Là. Ouais. Comment ça s'est passé au niveau de l'équipe globale? Parce que je pense que vous aviez dû faire des recrutements, vous deviez être assez nombreux. Comment ça s'est passé et comment tu l'as ressenti toi et tes associés, ou en tout cas les investisseurs peut-être dans l'affaire? Alors, ouais, sur la team c'est destructeur, c'est une bonne question. C'est très très dur de gérer ça. Il y a plein de gens qui se révèlent, d'autres qui craquent. C'est-à-dire qu'on avait déjà on avait plein de recrutements qui étaient en cours post-levée de fonds, avec plein de gens qui étaient en phase 2, 3, 4 d'entretien qu'on a arrêté. C'était douloureux. Il y avait des gens qui étaient en période d'essai et qui n'allaient pas vraiment, a priori, être utilisés autant qu'on aimerait, donc on a dû laisser partir des gens à ce moment-là. Il y a des gens qui ont démissionné parce qu'ils étaient venus peut-être pour
la app gratis, le côté hyper successful qu'on avait, et qui finalement se disait, bah, en fait, c'est plus le bon cheval, donc je me tire, donc des déceptions humaines, d'équipe, et puis des gens qui s'accrochent, qui vous font confiance envers et contre tout. C'est aujourd'hui à peu de choses près les 23 personnes qu'on est, alors qu'on était quasiment presque 100 avec les recrutements en cours en 2013, et puis des gens qui se révèlent dans l'action et puis qui repartent à un moment donné, après des tâtonnements, des périodes de doute, sur un nouveau projet. Voilà. Et du coup, ça fait des gens avec qui vous êtes depuis 5-6 ans, qui ont accumulé maintenant une expérience, une habitude de bosser ensemble. Salut Florent, ça va? Gratis, et batch. Et ça fait une équipe voilà, ultra soudée, qui a traversé des trucs super durs, et qui du coup est super bonne, et qui travaille avec une confiance qui est dure à créer comme ça, from scratch. Ça répond à ta question? Ouais? Merci. Il y a une autre question juste derrière. Merci déjà pour la présentation. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur les learnings par rapport à la levée de fonds? Bah, nous on l'a fait pour trois bonnes raisons et une, je pense, mauvaise raison. On a dépassé, mais on l'a fait pour 3 bonnes raisons. On l'a fait pour s'affirmer comme les leaders du secteur qu'on était à l'époque. On l'a fait pour crédibiliser la boîte et obtenir des plus gros contrats, des plus gros deals, des meilleures relations, être visible et encaisser les coûts d'internationalisation de la boîte parce qu'on investit beaucoup en marketing, en équipe, donc il y avait des coûts et avoir une grosse levée de fonds, ça nous a aidé. Et puis on l'a fait pour les mauvaises raisons, qui étaient notamment principalement des raisons qui venaient de moi, qui étaient tu bosses pendant 3 ans, tu crées une boîte, tu crées un truc, tu veux être reconnu, donc tu veux être dans les médias, donc tu veux être visible, tu veux faire une grosse levée de fonds, tu veux un peu flamber, et tu es un peu possédé par l'attraction, la boîte dans les médias, tu deviens un peu arrogant parfois aussi, je l'ai été. Et donc tu te dis aussi, bah voilà, je veux faire une grosse levée, je veux la médiatiser, on n'aurait pas dû le faire, je pense qu'on aurait dû lever des fonds, continuer à faire ce qu'on faisait et surtout pas communiquer et attendre. Et plein de boîtes font ça, attendre 1 ou 2 ans avant d'en parler, le temps d'avoir sécurisé plein de trucs qu'on aurait pu sécuriser. On a peut-être pu lever moins ou peut-être plus. Enfin voilà, donc il y a vraiment des bonnes raisons qui étaient logiques pour le faire, et d'autres que souvent je vois des entrepreneurs tomber dans ce piège, cette fascination pour la levée de fonds qui est vraiment pas une fin en soi. Tout le monde le sait maintenant, mais plutôt un commencement une fois qu'on a levé les fonds. Voilà, donc il faut toujours être très au clair avec soi-même quand on le fait sur pourquoi on le fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est un truc qui s'apprend pas, quoi. Il faut le faire une première fois pour savoir ce que c'est. On va prendre la toute dernière question parce que monsieur avait levé la main derrière et Simon, je te demanderai que ta réponse soit courte. Ouais, elle va être très courte. Parfait. Attends de voir la question quand même. Je vais essayer. Laurent, je suis fondateur d'une start-up qui s'appelle Centrio. Ouais. Ma question, c'est comment tu as géré la relation avec les investisseurs pendant cette phase de descente et si c'est bien les mêmes qui ont réinvesti les 2 millions d'euros dans Batch? Alors, les 2 millions d'euros, on les avait en argent qu'on avait gagné, donc on n'a pas relevé, c'est notre argent qu'on a réinvesti. Nos investisseurs ont été extrêmement corrects, ça s'est très très bien passé avec eux, mais si tu as vu ma slide numéro 5, ça s'est aussi très très bien passé parce que le cadre du pacte d'actionnaires qu'on avait, plutôt bien négocié, faisait qu'on restait maître de notre boîte et que finalement on a pu décider de réinvestir l'argent qu'on a et repartir dans un cycle qui correspondait à une boîte de seed, alors que les VC avec lesquels on bosse sont plutôt des VC qui investissent en phase de growth et ne comprenaient pas très bien, étaient un peu inquiets de ce qu'on faisait, et je suis encore en train de leur prouver, d'essayer de les rassurer, de leur montrer que et là heureusement ça va mieux avec les clients qu'on a signés, mais que voilà, que c'est quelque chose de viable et qu'ils peuvent continuer à se projeter dans Batch autant qu'ils l'avaient fait dans App Gratis. Merci beaucoup Simon. Merci. Je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. Merci. C'est pour ceux qui étaient là sur la plénière d'ouverture, on en a parlé un petit peu. C'est vraiment pas évident de parler de quelque chose qui a été à un moment un échec après une belle réussite, ou en tout cas qui a demandé un rebond. Et je pense qu'il faut encourager ce type de comportement en refaisant, même si c'est à toute petite échelle, encore un petit applaudissement pour te raccompagner en coulisses. C'est Merci sympa. beaucoup. Ah, et dernier truc, ça faisait un peu promotionnel, mais donc je l'ai gardé pour la fin. S'il y a des gens qui veulent tester Batch, si vous avez un business mobile, envoyez-moi un mail à simon@batch.com et on a un petit discount en termes de durée de trial spéciale pour Blend Web Mix. Merci Simon. Merci à toi. À très bientôt.